Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le samedi 7 juin, vous êtes sur Radioverse et il est 18h, le premier samedi du mois. Comme vous le savez, c'est l'heure de votre émission Cinépopée. Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Le but, prendre une saga du grand écran ou du petit écran, débattre autour, se poser des questions dessus et vous donner envie de la voir ou la revoir. En tout cas, tout ça, ça dépend de ce qu'on en a pensé. Et avec moi ce soir, comme à notre habitude, Chris, comment ça va mon ami? Salut, ça va très très bien, et toi-même? Écoute, ça va. J'ai un peu la voix enrouée. Ah, tu as trop fait la fête. C'est un peu ça. Ouais. J'étais à une grosse manifestation et du coup j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup parlé parce que j'ai animé cette manifestation et il est vrai que ma voix en a pâti un petit peu, mais bon, je vais plutôt bien et j'espère que ça ne va pas s'empirer. Voilà. Bon, Syndicaliste! assez, assez de raconter ma vie. Je pense que tout le monde s'en contrefout, toi y compris. Donc je te propose de commencer et de parler ce soir de la saga Twilight. Twilight, la saga un peu teenage movie qui nous donne un ton vampirique à travers cette magnifique histoire d'amour, de triolicisme, je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas d'histoire d'amour partagée. Et j'ai envie de te demander en première question, comment as-tu trouvé cette saga, Chris? C'est pas la meilleure. Comme il y va fort, comme il y va fort. Allez, on va tout de suite commencer avec le premier volet. Twilight, chapitre 1, Fascination. On vous laisse écouter la bande-annonce. Tu as une force incroyable. Il faut que tu m'expliques. J'attends tes théories. J'ai pensé à des araignées radioactives, à la kryptonite. Comme les super-héros. Si je n'étais pas le héros, si j'étais le méchant, Je sais ce que tu es. dis-le à voix haute. Un vampire. Est-ce que tu as peur? Non. Je sais que ça ne peut pas exister. Ça existe dans mon monde. Il y a une chose que j'aimerais essayer. Le gardien de l'usine s'est fait tuer par une espèce d'animal. Un animal? Ma famille et moi, nous ne sommes pas comme nos semblables. T'as apporté le casse-croûte. Il va vraiment me pourchasser? C'est un traqueur obsessionnel. Jamais il n'arrêtera. Plutôt mourir qu'être loin de toi. Je suis prêt à tout pour te protéger. Tu es toute ma vie à présent. Twilight, chapitre 1, Fascination. De quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire d'Isabella Swan, une jeune fille de 17 ans qui déménage dans la ville de Forks, une petite ville pluvieuse dans l'état de Washington où vit son père, Charlie. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, 2 filles, 3 garçons. Et Bella tombe éperdument amoureuse de l'un d'eux, le fameux Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens, lorsque Isabella comprend qu'Edward est en réalité un vampire. Il est, je pense, déjà trop tard. Est-ce que tu penses que ce pitch est plutôt bon? Oui, il est très bien. Bravo, tu maîtrises l'art du pitch. Ah, J'aurais aimé que le réalisateur maîtrise son art avant de tourner le film, mais bon, on fera avec ce qu'on a. avant de commencer, on peut dire que Twilight, hein, c'est une saga, effectivement. Hein. Il y a 5 films tirés de 4 romans de Stephanie Meyers. Ouais, et je parlerai de cette autrice, mais un peu plus tard, lorsqu'on parlera du 5e épisode. D'accord, ça marche. Bon, en tout cas, ce premier épisode, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, même si cette saga pour toi n'est pas la meilleure? Alors, c'est pas que c'est pas la meilleure, c'est que ça a été vraiment une torture pour moi de la regarder. D'abord, pour diverses raisons, mais on va y venir au fur et à mesure. Bon, déjà, on commence, les vampires sont en blanc, ils symbolisent un petit peu la vie. Tout autour, les personnages vivants, entre guillemets, sont tous ternes, habillés de noir, de gris. Donc on nous dit quelque chose, hein, on nous dit les vampires, c'est la vie. Ok, passe, d'accord, je veux bien.
Le souci, c'est que pour le propos et la métaphore, on va pas aller plus loin. Donc la musique est omniprésente, donc on dirait presque une production Disney, omniprésente la musique. Il n'y a pas un moment sans musique. Elle prend vraiment le pas sur l'action et sur le dialogue. Et moi, je veux parler tout de suite de Bella, quoi. C'est une fille qui a un souci, à mon avis, un vrai souci, quoi. Donc, tout le monde est accueillant. Elle arrive dans une nouvelle ville, tout le monde est accueillant, tout le monde lui parle, tout le monde lui sourit, tout le monde facilite son arrivée. Elle a des amis d'un coup, mais il y a aucun souci, quoi, aucun problème. Et puis il y a un gars qui ne lui parle pas, qui la fixe, et là, ça devient un drame. Elle développe une obsession sur ce gars et elle commence à chialer. Mais qu'est-ce qu'il a il faut à tout prix qu'il me parle, etc. Elle est folle. Oui, c'est une analyse comme une autre. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un peu de la dépression tout simplement et que plus rien n'a trop de sens quand on a affaire à une personne dépressive? Alors, qui est dépressive là le vampire ou Bella, ou les deux, ou l'autrice et le réalisateur et le scénariste? Qui est dépressif? Alors, je ne sais pas. Bon, après, le vampire, non, on peut pas dire qu'il est dépressif. Pourquoi? Parce que c'est encore mieux décrit dans les livres, mais voilà, il a le comportement d'un vampire. Il est dénué d'émotions réelles. Et du coup, ça lui donne cet aspect froid et glacial que l'on connaît au vampire. Du côté de Bella Swan, effectivement, on est, moi je pense, réellement sur une représentation de l'adolescente mal dans sa peau par excellence. Ouais, mal dans sa peau, mais pourquoi? Enfin, elle a une vie bien calée, c'est la petite bourgeoisie américaine, elle a du fric, elle arrive, on lui donne une voiture dès qu'elle arrive, elle a sa chambre, elle a sa petite maison, elle est intégrée, encore une fois, je le répète, dès le premier jour, et tout d'un coup, tu as l'impression que cette fille porte le poids du monde sur ses épaules. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors peut-être que tu vas me dire que dans le livre c'est expliqué, mais ce poids sur les épaules, je ne comprends pas. Autant on le comprend dans l'excellente série Buffy contre les vampires, autant là c'est incompréhensible. Elle a une histoire de vie qui est pas trop détaillée dans le film, mais oui, qui est assez difficile et qui l'affecte. Bref, passé tout ça, on est face à un film, donc je le répète, un teenage movie assez basé sur énormément alors d'émotions, je le mets entre guillemets, mais en tout cas d'histoire d'amour. Et on a un fond aussi quand même un peu challengeant et un peu action et un peu à la fois aussi horreur. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu trouves qu'aucun de tous ces types de films n'est abouti? Non, tout est raté, arrête. Il y a rien d'horreur dans le film, il y a pas de suspense. Je veux bien t'accorder la petite romance teen movie. Alors là, oui, mon Dieu, j'espère qu'elle va l'embrasser, ce beau vampire qui est joué par Robert Pattinson d'ailleurs. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais non, il y a rien de bon. Rien que la réalisation, elle est ratée, quoi. La réalisation, elle est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as des plans qui sont tordus lorsqu'il parle. Je sais pas si tu as remarqué l'AREA. Oui, oui. Les plans sont vraiment tordus. Oui, oui, tout à fait. Un gros plan, tordu, où tout d'un coup tu as un gros plan et puis ils sont l'un derrière l'autre, et puis tout d'un coup tu ne sais pas pourquoi la caméra se met à tourner tout autour d'eux. Il y a aucune maîtrise dans la réalisation, dans le storyboard. Je ne comprends pas ce film. Alors, moi, c'est une saga qui m'a accompagné durant mon adolescence. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas découverte sur le tard. Et donc, du coup, en fait, ça résonnait assez en moi. On a envie de dire, bah voilà, c'est un peu la vie extraordinaire que chacun des adolescents pourrait souhaiter rencontrer. Alors, je le souhaite à personne, hein, un vampire, mais voilà, vivre une relation assez particulière. Je Ouais. pense que c'est un beau, je pense que c'est un beau parallèle en fait entre l'amour qu'on peut ressentir et la dangerosité de l'amour qu'on peut éprouver lorsqu'on est adolescent. Non, là tu soulèves un gros problème du film, et j'espère que c'est pas un problème du livre aussi. Mais là, je vais spoiler le 5, je voulais pas y venir tout de suite, mais c'est toxique, hein. On est sur un film toxique, sur des personnages toxiques, sur des personnages qui ont besoin d'un psy, hein, tous. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'attarde sur le casting. Est-ce que le choix de casting n'y est pas pour quelque chose dans la, j'ai envie de dire
dans l'esprit tordu du film et le fait que tu n'aies pas trop adhéré avec ce premier volet. Alors, c'est très mal joué, hein. C'est de la série B télévisuelle adaptée au cinéma. Kristen Stewart, elle joue comme ses pieds, hein. Elle est tout en soupir et en yeux qui roulent, grand ouvert. C'est amour, gloire et beauté sur grand écran. C'est incompréhensible et elle en a souffert, hein. Elle a tout fait pour évacuer ce vernis de Twilight qui l'a poursuivi. D'ailleurs, aujourd'hui, elle fait des films un peu plus poussés au niveau scénaristique. Là, je ne peux que te rejoindre sur le casting car je pense qu'on s'est trompé réellement sur le casting, même si on a des excellents acteurs qui sont aujourd'hui, ils n'étaient pas du tout faits, en tout cas pour le rôle pour lequel on les a choisis. Effectivement, on a une Kristen Stewart qui joue, mais tout le temps de la même manière, qu'elle joue l'émotion de la surprise, l'émotion de la peur, l'émotion de l'amour. En fait, on a l'impression qu'elle est fermée complètement. Mais je ne peux que te plussoyer et je ne trouve rien de plus à dire que ce que j'ai dit. Bref, on est vraiment sur un teenage movie, effectivement, et je te rejoins sur le côté série B et le côté très bancal du film, en tout cas en termes d'acting et de réalisation. Après, sur l'histoire de fond, moi j'ai trouvé que ça restait quelque chose d'intéressant, une histoire d'amour avec une histoire de vampire, de guerre de clans, et du coup, voilà, d'une chasse à l'humaine, j'ai envie de dire, et d'une famille de vampires qui protègent une humaine plutôt que de la dévorer. Écoute, je te propose qu'on passe à la suite pour voir ce que nous raconte ce deuxième opus. Dans notre monde, les Volturi sont comme une famille royale. Ils font la loi. Les vampires ont des lois? Tu es une humaine qui en sait beaucoup trop sur nous. Il risque de nous tuer. C'est mon monde, pas le tien, Bella. Mon monde, c'est toi. Je m'en vais et tu ne me reverras jamais. Je sais ce qu'il t'a fait endurer. Mais Bella, je ne pourrai jamais, jamais te faire ça. Je ne connais qu'un seul moyen pour le voir. Alors, tu te shootes à l'adrénaline maintenant? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais là, c'est Edouard. Il te croit morte. Quoi? Il va chez les Volturi. Il veut mourir aussi. Il t'a quitté. Il ne voulait plus de toi. Il faut que j'y aille. Il va faire un scandale. Les Volturi le tueront s'il se révèle en pleine lumière. Non, Edouard! Arrête! J'ai peur, Edouard. Ce sera un peu douloureux. Twilight chapitre 2, Tentation. Effectivement, la suite du premier opus. Tu ne me reverras plus, je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais existé. Abandonnée par Edouard, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Alors comment est-ce qu'on oublie son amour pour un vampire et qu'on revient à une vie normale? Pour combler un vide affectif, on a toujours besoin d'un ami. Il est là pour la protéger. C'est Jacob dont on avait fait la connaissance dans le premier opus, un Indien d'une réserve proche du village de Forks. Et du coup, cet ami devient un ami plus que proche qui lui fait vivre des sensations qui la permettent en fait de se rapprocher inconsciemment de son cher Édouard. Mais peu à peu, forcément, il y a une ambiguïté qui arrive et des sentiments nouveaux qui naissent pour ce nouveau personnage bien plus approfondi que dans le premier opus. Et ça commence bien, hein. Mais la pimbèche, quoi. La pimbèche la plus totale. C'est-à-dire que c'est son anniversaire, mais non, mademoiselle ne veut pas le fêter, mademoiselle ne veut pas de cadeau, mademoiselle fait la tête si on lui offre quelque chose. Au secours, mais au secours, quoi. Si toutes les adolescentes sont comme ça, mais oh mon Dieu, l'horreur. Bon, alors là, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je me souviens quand j'ai vu ce deuxième opus, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'étais déçu, en tout cas sur le début du film. Voilà, on passe son temps à suivre une fille qui vraiment est en mal d'amour, qui fait tout pour
pour approcher la mort et espérer revoir son bien-aimé. On ne comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs. Après, elle commence à jouer, hein, parce qu'on peut utiliser le terme jouer, avec un nouveau garçon qui semble la sortir un peu du coup de ses moments vides. Et du coup, bah, elle joue complètement avec ses sentiments et ça donne pas la part belle non plus à ce type de personne, malheureusement. Elle est suicidaire et égoïste. C'est-à-dire qu'elle s'en fout du mal qu'elle fait autour d'elle. C'est vraiment la pain-bêche, hein, comme j'ai dit au début. C'est une personne toxique, il faut s'en éloigner. Hein. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, éloignez-vous. Partez en courant. Alors, je ne peux être que d'accord avec toi, mais par contre, je dois dire que j'ai adoré la fin du film et j'ai trouvé réellement que, en fait, on passe 2h10 devant son écran de cinéma ou son écran de télévision et en fait, les seules minutes intéressantes du film, c'est les 10 dernières, quand on a les nouveaux personnages, hein, les Volturi, les vampires un peu suprêmes qui régissent un peu l'ordre, le code d'honneur des vampires, j'ai envie de dire. On parlait de Pirates des Caraïbes lors d'une précédente émission, donc là, on n'est plus pas sur un code d'honneur de pirates, mais sur un code d'honneur des vampires. Et là, on rentre dans des personnages vraiment intéressants, avec vraiment une profondeur et qu'on a envie de découvrir davantage. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça dans ce film-là. Non, moi j'ai décroché de la saga dès les premières minutes du premier, je suis désolé. J'ai subi, hein, je le répète, j'ai subi les 5 films et même ces nouveaux personnages m'ont laissé froid. Et tout à l'heure tu parlais du scénario du 1 et bien filmé, bien joué, bien réalisé, ça aurait valu de la peine, quoi. C'est quand même assez novateur. Ces vampires qui essayent de protéger une humaine, ces méchants à la fin du 2 qui sont vraiment méchants. On découvre un univers un peu étendu, ça aurait pu être intéressant, mais tout tombe à plat parce que le scénario est mauvais, parce que les acteurs sont mauvais, et c'est une catastrophe. Ce film, c'est le catalogue pour petites filles de 8 ans. Je l'ai vu comme ça. C'est vraiment le catalogue pour petites filles de 8 ans. Et toi, tout à l'heure, tu parlais de Jacob, c'est la foire aux abdos. Hein. Alors, je ne peux pas t'en vouloir de ta critique, parce que je sais que tu es un grand admirateur, et on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, de Buffy contre les vampires, donc ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment pas le genre en tout cas de fiction qui te rebute. Donc c'est vraiment, j'entends complètement tes arguments. Et c'est vrai que plus je parle avec toi, et plus je me dis, mais comment j'ai pu autant apprécier Twilight ? Je suis désolé, hein. Il est en train de me ruiner l'une de mes sagas de mon enfance. Je suis désolé de casser ton adolescence. Non, parce que... Non, je plaisante, parce que, comme je disais, moi je trouve que même si le 1 n'était pas très bon, ça lançait un univers, le 2 est très mauvais pendant les 2 premières heures du film, et les 10 dernières minutes permettent de lancer tout de même une nouvelle intrigue, et je trouve qu'à partir du 3, et on va en parler tout de suite, les choses commencent vraiment à changer. Jacob, qu'est-ce que tu fais? Je viens te mettre en garde. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Elle a le droit de savoir. Quoi? Nous surveillons la situation à Seattle depuis quelque temps. Disparition inexpliquée. Assassinat. Quelqu'un crée une armée. Une armée de vampires. Ils arrivent. Le combat sera abject. Il y aura des morts. On y sera. Du moment qu'on peut tuer quelques vampires. L'heure est venue. Il est temps. Twilight, chapitre 3, hésitation. Alors là, ça y est, Edward Cullen est revenu, a été sauvé par Bella des Volturi. Du coup, ils revivent une histoire complètement passionnée dans la ville de Forks. Et tout d'un coup, des morts suspectes interviennent dans les environs de Seattle et laissent présager une nouvelle menace pour Bella.
Victoria, donc c'était, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais dans le premier opus, c'est l'une des rescapées des 3 vampires qui voulaient tuer Bella. Elle cherche à assouvir sa vengeance contre elle, parce que elle a fait tuer celui qu'elle aimait. Et elle rassemble une armée. Et malgré leur haine ancestrale, eh ben, les Cullen et les Kilotes, parce que oui, il y a aussi les Kilotes, on a parlé des vampires, mais il y a les ennemis jurés des vampires, les loups-garous, qui sont les Kilotes, notamment Jacob, et ils vont devoir faire une trêve pour s'associer et avoir une chance de sauver Bella. Ouais, alors je vais passer sur le caractère toxique des 2 personnages principaux. Cette fille est folle, hein, je le répète et je le maintiens et je persiste. Par contre, de triangle amoureux, donc là on a un triangle amoureux, Jacob, le mec torse-poil, Edouard aux yeux qui pleurent et Bella la psychopathe. C'est un triangle amoureux pourri, hein. Donc non, c'est moi. Alors les dialogues sont non, c'est moi qui la protège. Non, c'est moi qui la protège. Bon, d'accord, c'est toi qui la protège. Oh mon Dieu, quoi. Oh mon Dieu. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, on est sur un jeu d'acteur qui n'est pas forcément bon, et je te l'accorde. Mais si on va dans le fond du film, là, je trouve que ça devient quand même très intéressant. On a vraiment une histoire qui se met en place avec des vampires créés exprès pour monter une armée, chose interdite par les Volturi. Donc du coup, c'est fait d'une certaine manière. Il y a une espèce de petite enquête policière interne qui est menée, et je trouve que là, vraiment, on rentre dans un autre registre. On n'est plus dans uniquement l'histoire d'amour entre un vampire et qui hésite parce que son meilleur ami est un loup-garou et que finalement il a peut-être un corps beaucoup plus subliminal que celui d'Edward Cullen, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas soulevé aussi, hein. Enfin, moi j'ai eu l'impression que dans le film elle n'hésitait pas pour le personnage de Jacob, mais vraiment uniquement pour ses muscles saillants, quoi, et sa chaleur corporelle. C'est qu'on est vraiment sur un film, je trouve, qui est hyper intéressant parce que on a 2 camps ennemis qui s'allient pour essayer de sauver une personne qui leur est chère des 2 côtés. De l'autre côté, on a quelqu'un qui monte une armée. Et voilà. Et je trouve qu'on avance dans l'intrigue et je trouve qu'on s'ennuie beaucoup moins que dans les 2 premiers épisodes. Je peux pas te laisser dire ça. Je veux bien entendre que le scénario se mette en place et que c'est un petit peu mieux que le 3. Le problème, c'est que les dialogues sont mauvais, les dialogues sont exécrables, ils se répètent constamment, et c'est en plus aggravé par le jeu, encore une fois, des acteurs et des actrices. On voit les frémissements de lèvres avant les répliques, on voit les yeux qui se roulent, tout est cliché, les regards qui se posent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit le Rosaline qui se fait violer, et donc on voit le mauvais regard du mauvais mec. On sent qu'on nous appuie le message. Tout est caricatural dans le film, des dialogues au jeu d'acteurs. Ouais, non, mais c'est vrai que oui, on est sur quelque chose de caricatural, mais bon, on n'est pas sur quelque chose. Je peux pas te laisser dire qu'on est sur quelque chose de mauvais. On serait sur quelque chose de vraiment mauvais. Ce ne serait pas des films qui auraient fait le carton qu'ils ont eu, Chris. Je peux pas te laisser dire ça. On est sur quelque chose de mauvais, et j'en parlerai pour mon grand final lorsqu'on parlerait du 5. Mais on est vraiment sur quelque chose de mauvais et de toxique. Et que ce film ait été un succès, que la saga ait été un succès, c'est un scandale. Je pense que c'est un vrai scandale et qu'il faut prendre des mesures. Mais on en parlera dans le 5. Elle a eu un succès grâce au succès qu'avaient eu les livres. Et encore une fois, les livres, même si l'histoire est semblable, on n'est pas sur des personnages aussi dépressifs. Et c'est vrai que dans les livres, moi j'ai vu la saga et j'ai lu les livres après. Et c'est vrai que on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Cela fait 2 fois que tu mentionnes des personnages dépressifs. Encore une fois, pour moi, ils ne sont pas dépressifs, ces personnages, hein. Ils sont égoïstes et toxiques. C'est ça le problème, hein. Oui, mais tu disais suicidaire aussi. Et suicidaire, oui, allez, hop. Et suicidaire pour Bella, lapin bêche. Je comprends. Bien, écoute, je crois que de toute façon, je n'arriverai pas à te convaincre sur cette saga. Tu n'en as retiré aucun bon élément. Non. Écoute, moi je te propose qu'on passe aux 2 derniers d'un seul coup, puisque effectivement le dernier chapitre a été scindé en 2 épisodes, mais n'est regroupé que dans un seul livre. Tu es prête? Ne me laisse pas tomber, d'accord? Jamais. Moi, Edward Cullen, te fais mienne, Bella Swan. Pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai. Te chérirai.
instant que nous vivrons, toi et moi. C'est comme ça que je me souviendrai de toi. Joue rose, cœur qui bat. Je devrais être habitué à te dire au revoir depuis le temps. La nuit dernière fut la plus belle de toute mon existence. C'est pas possible. Le fœtus est incompatible avec ton corps. Il est trop fort. Il grandit trop vite. Il est en train de te broyer de l'intérieur. Ton cœur lâchera avant que tu puisses accoucher. C'est toi qui as fait ça. Je n'arrive plus à voir l'avenir de Bella. Vous ignorez ce qu'ils ont engendré. Il faut protéger la tribu avant qu'il ne soit trop tard. Tu es l'ennemi maintenant. Sam n'hésitera pas. Tu te feras massacrer. Il te fait dépérir d'heure en heure. C'est moi qui vais te perdre. Il faut que tu acceptes ce qui est. Ne laisse pas d'autre choix! Prépare-toi, Elvin, pour Bella. Je ne laisserai pas la toucher. Si vous la tuez, vous me tuez moi! Bella! Je t'en prie. J'ai vraiment eu tort de te sous-estimer. Je te pensais incapable de surmonter le moindre obstacle. Et tu y arrivais. Je ne pensais pas que tu serais à ce point... toi. J'avais terminé ma vie humaine et je me sentais plus vivante que jamais. Je pensais que l'éternité nous appartiendrait. Mais l'éternité risquait d'être brève. Je viens d'énoncer un crime. Ce que les Cullen viennent de faire est effroyable. Les Volturi croient Renesmee immortelle. Elle est venue au monde, elle n'a pas été mordue. Elle grandit chaque jour. Troublant. Engendrer un enfant immortel est prohibé depuis longtemps. Et puni du châtiment suprême. La mort. Qu'y a-t-il, Alice? Les Volturi, ils viennent nous détruire. Si le monde savait la vérité, nous pourrions leur faire entendre raison. Notre quête de vampires commença dans les régions les plus reculées du monde. Ma famille est en danger. Aidez-moi, je vous en prie. Chacun avec son talent propre. Tu es une femme hors du commun. Nous viendrons. Les meutes combattront. On n'a jamais eu peur des vampires. Je ne laisserai personne te faire du mal. Twilight, chapitres 4 et 5, révélation, première et deuxième partie. Un film qui vient clôturer cette saga Twilight. Alors, de quoi ça parle? Et bien là, ça y est, Bella, elle a fait son choix à la fin de l'épisode 3. Et elle s'apprête à épouser Edward. Elle a choisi le vampire. Mais le jeune homme, lui, honorera-t-il sa part de marché? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine? Car si elle a accepté de choisir Edward, c'est uniquement s'il pouvait la transformer en vampire et qu'elle puisse vivre à ses côtés éternellement. Alors, ce dernier opus, il ne t'a pas un peu réconcilié avec cette saga? Non, tu peux pas dire ça, impossible. Non. D'abord, ça commence par du mariage porn.
Et on y va à fond. Hein. Il y a 1 heure et demie au moins de préparatifs de mariage et de choix des fleurs et de choix de musique. C'est effrayant. Le message là, c'est quand même pour les petites filles, il est dangereux. Hein. C'est-à-dire que ton mec te harcèle, ton mec il est violent, mais tu vas le changer, ma petite. Marie-toi avec lui. C'est effrayant le message. C'est en ça aussi que la saga est scandaleuse, je trouve. Et en quoi il me réconcilie? Il n'y a rien à réconcilier. Hein. C'est-à-dire que toutes les séquences du film sont à jeter. À un moment donné, il y a l'accouchement donc de Bella qui est enceinte par le vampire. Et alors on sent bien hein, qu'il va aller vers l'horreur, mais c'est ridicule. Et par la musique, boum, boum, boum. Et encore une fois, je le répète, par le jeu déplorable des acteurs et des actrices. Je comprends ce que tu veux dire, mais là, on est quand même sur un final qui, je trouve, est quand même plutôt bon parce que vraiment, on suit l'évolution de Bella, de son personnage, de sa transformation de vie humaine à vie vampire, de leur enfant qui naît, mais qui, du coup, grandit plus vite que la normale parce que en fait, elle est à moitié humaine, à moitié vampire, de la propre rivalité entre les bandes, des loups-garous, parce que certains veulent vraiment annihiler les vampires, alors qu'ils étaient plutôt amis avec eux avant, parce que il y a eu un enfant à naître, et puis l'autre bande qui décide de continuer à protéger Bella parce que leur chef Jacob en est toujours, mine de rien, éperdument amoureux. Oui, mais rien n'est intéressant parce que tout est pourri, tout est bâclé, tout est mal joué, tout est mal écrit. C'est vraiment un film qu'on a pensé pour les petites filles. Je suis désolé, James, tu n'es pas une petite fille, mais qu'on a pensé pour les adolescents. Mais j'ai toujours eu une âme de petite fille. Qu'on a pensé pour les adolescents avec un cahier de charges précis. Les petits bonhommes torse nu et musclés, le beau ténébreux qui sera dangereux, la petite fille riche la petite princesse riche qui a tellement de problèmes dans sa tête qu'elle en devient amoureuse du beau ténébreux. C'est un catalogue pour petites filles riches, c'est un catalogue dégueulasse. Il faut le dire, pour adolescentes. C'est un film qui est à proscrire. Si vous avez des enfants, c'est un film et une saga à proscrire. Et je ne plaisante pas. Ça s'inscrit dans la mouvance de la new romance et de la dark romance. C'est-à-dire que à une époque où MeToo fait enfin parler de lui, à une époque où on est attentif aux agressions physiques, aux agressions verbales, aux histoires de domination des hommes sur les femmes, qu'est-ce qui fait le succès? Une histoire dégueulasse qui violente une femme et cette pauvre petite idiote qui nous dit tout au long de ces 5 films « Je vais changer mon ami violent, je vais changer mon amour violent ». C'est minable. Ce film est minable, cette saga est minable et donnez ça à lire à vos enfants, allez leur montrer ça au cinéma, vous êtes complices d'une New Mini. Je pense que tu vas quand même un peu loin, tu t'es emballé, il faut que tu te calmes, Chris. Il faut pas tout analyser comme ça. Enfin, tu peux analyser ça comme ça, mais tu peux aussi te tromper dans ton analyse. Je pense pas que Stéphanie Meyers, l'écrivaine, ait sciemment écrit un livre pour faire l'apologie de l'homme salace et dégueulasse et de la petite adolescente qui tombe amoureuse et qui reste sous le joug de son prédateur. Eh ben là, tu vas te mordre les doigts. Hein. Tu vas te mordre les doigts. Parce que lorsque je suis arrivé au bout de 5 films avec un calvaire que tu ne peux pas imaginer et que je me suis dit mais qui a écrit ce truc? Je suis allé donc voir l'histoire de Stéphanie Meyer et alors elle ne le fait pas intentionnellement, mais elle projette ses fantasmes dans ses livres. C'est-à-dire que Stéphanie Meyer, il faut le savoir, elle est mormone. Donc mormone, c'est quoi? On va pas faire une histoire de la religion, vous irez voir sur internet, mais tous les fantasmes de la mormonnerie sont dans le film et dans la saga. Hein. C'est-à-dire que la femme se sacrifie pour l'homme, on est là pour bosser et basta et enfanter, et le mariage est plus important que tout. C'est un catalogue de Mormons, ce film. Oh non, mais un catalogue de Mormons. On a quand même une femme très indépendante et rebelle et qui veut faire ses propres choix. Enfin, indépendante et rebelle quand
quand elle bave sur le mariage avec son homme violent, à quel moment on est indépendant et rebelle, qu'on cherche à se suicider à longueur de film pour que notre grand amour daigne lever les yeux sur nous, à quel moment c'est indépendant et rebelle d'être à ce point, point et pied lié à un homme? Explique-moi. Tu viens de me pourrir ma saga, la saga, l'une des sagas de ma jeunesse. J'avais jamais eu une analyse comme ça, hein, vraiment. On est sur une histoire, mais complètement imaginaire, avec des vampires et des loups-garous. Effectivement, ils ont leur travers, mais ça n'est pas un reflet de la société et de l'homme. Tu parlais du mouvement #MeToo, mais qui est arrivé bien plus tard, en plus, que ces films et que ces livres. Enfin, là, je suis désolé, mon ami, mais je trouve que tu vas chercher trop profond tes analyses. Je peux comprendre que tu n'aies pas aimé, qu'il y a des choses que tu n'apprécies pas à travers ce film, mais de là à dire complètement que ce qu'elle aime, c'est les hommes violents, c'est comme si tu me disais, je vais te prendre le parallèle de Buffy, pardon, hein, mais Buffy, elle est complètement à la fin éperdument amoureuse. Et non, pardon, excuse-moi. Tout au long de la série, elle est complètement éperdument amoureuse d'un vampire, Angel, et puis ensuite d'un loup-garou, et puis ensuite d'un autre vampire, Spike. Excuse-moi, c'est exactement la même chose. C'est des hommes qui la malmènent, et pourtant elle en est éperdument amoureuse. Non. Faut pas m'entraîner sur Buffy. D'abord, elle n'est pas amoureuse d'un loup-garou, c'est sa meilleure amie, c'est l'émission Willow. va dériver, mais c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, le parallèle que tu fais, il peut s'appliquer aussi à Buffy sur certains aspects. Non, c'est pire parce que Buffy est amoureuse de Spike et Spike la violente, Spike la viole. C'est-à-dire qu'on a une scène où il fait une tentative de viol, mais à la différence de Twilight, la situation est dénoncée. Ses amis ne comprennent pas ce qui se passe. Et ça mène à une dépression à la saison 6, qui est une dépression, qui est une saison sombre, etc. Le traitement n'est pas le même que dans Twilight. Twilight, c'est mis en lumière ces comportements toxiques. On dit aux petites filles, c'est normal. Mais non, mais tu peux pas dire c'est mis en lumière. En tout cas, elle veut se marier avec lui, hein. Elle veut se marier avec lui, mais comme Buffy à la fin finit par vouloir se marier avec la personne qui l'a violée. Enfin, je veux dire, elle est où la différence? Non, elle ne veut pas se marier. Hein. Elle lui en veut. Elle le repousse, mais elle aide dans sa rédemption. Et c'est qu'à la fin de la saison 7, où au moment où Spike va mourir, qu'elle lui dit, je te pardonne. Elle en est éperdument amoureuse, bien là. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, certes, mais depuis son viol, est-ce qu'il n'y a pas des fois où ils se réembrassent et où ils recouchent ensemble? Ah non, pas du tout. Vraiment non. Pas? Bon, une fois. Ouais, voilà, merci, non mais franchement, voilà, non mais, donc tu vois, t'es un petit peu, voilà, un parallèle, tu peux le faire, je pense que t'es allé chercher un petit peu loin dans ton analyse, mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi avec Cinépopée et avec toutes nos autres émissions, c'est, vous voyez que des fois, on peut faire 5 émissions à la suite où on est d'accord sur beaucoup de choses, et là, on n'est pas du tout d'accord. Alors, je dis pas que c'est une superbe saga, mais je ne vois pas la dangerosité de conseiller cette saga à des enfants. Moi, alors, c'est pas ton avis. Ma sœur a regardé la saga Twilight, a lu les livres. Ma femme, pareil. Je n'estime pas que ce soit que moi je sois un homme violent et que ma femme m'aime pour ça. Je n'estime pas que ma sœur se soit mise avec un homme complètement toxique. Bon, là, je te donne un peu raison, sur les débuts de sa vie, c'était un peu le cas. Mais c'était avant Twilight. Alors, voilà. Non, ne me fais pas dire que ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas que donner ça à ses enfants, que aimer la saga Twilight, film ou livre, c'est se positionner comme amoureuse d'hommes violents ou comme une personne toxique. Non, je dis que ça s'inscrit dans un matraquage que on peut avoir depuis qu'on est sur le genre et sur la domination masculine et patriarcale. Je dis que ça s'inscrit dans ce schéma-là, et que ne pas donner ça à lire ou à voir, c'est un petit caillou que tu enlèves de ta chaussure. Oui, mais c'est pas comme ça que tu l'as dit tout à l'heure. J'ai dit pire. J'ai dit que c'est criminel aujourd'hui en 2025 de donner Twilight à lire ou à regarder à ses enfants. Et je le maintiens. Oui, c'est criminel. Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais tu vas trop loin. Non, Chris, tu vas trop loin. On est là pour rigoler, et sachez-le, hein, même si Chris est fou, il est amoureux de tout le monde.
Ouais, bah c'est mon problème d'ailleurs. Hein. Et même de Robert Pattinson. Oh mon Dieu, quand il veut. Donc, cet été, on lance une nouvelle émission qui s'appelle Qui a éteint la télé et on parlera en long, en large et en travers de Buffy. Donc, soyez au rendez-vous pour ça. Et pour terminer, je veux dire deux trucs qui m'ont fait rire. D'abord, le bébé, c'est quoi ces effets spéciaux, quoi? Tu te souviens du bébé dans le 5e épisode? Oui, oui. Les effets spéciaux dégueulasses, mais ça t'a pas choqué, toi, d'avoir apparaître ce monstre tout plat? Ouais, oui. Bah, encore une fois, ça s'inscrit dans la continuité. On n'est pas sur de la belle réalisation, de la belle photographie ou quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord avec toi. Et enfin, le dernier, le dernier point qui prouve que c'est un film de petite fille riche. C'est que le prénom de son bébé c'est Resnamé ou je sais pas quoi. Donc elle peut pas s'appeler Marie Chantal comme tout le monde. Hein. Il faut l'appeler Resnamé. Bref. C'est René Smé, une contraction entre René et Esmé, les deux grands-mères. Mais bien sûr. Là, on part très loin. Oui. Voilà, j'ai tout. Je drop le mic. Bon, je comprends. Tu drops le mic et je comprends. Et ben moi, je la couvre. Alors, vous l'avez bien compris. Hein. Moi, je vous conseille quand même cette saga, et notamment parce que elle a un petit plus à la fin dans la version film. C'est que dans le livre, moi, j'ai été très déçu quand j'ai lu le dernier tome. Et ben en fait, on ne retrouve pas du tout la même chose que dans le film. Dans le film, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a une bagarre qui se met en route qui n'existe pas dans le livre et qui, je trouve, donne une vraie envergure en tout cas à toute cette œuvre et à tout ce qu'on attendait depuis le début. Il y a juste une chose sur laquelle j'ai été déçu à travers cette saga, et je le redis, c'est que les Volturi, les personnages dont on nous parle très peu dans le 2, un tout petit peu dans le 3 et pas assez dans le 4, c'est vraiment la secte de vampires qu'on aurait aimé découvrir plus en profondeur. Et ça, c'est vraiment dommage. Chris, allez, bon, ta dernière impression en essayant d'être un peu plus soft que ce que tu as fait. Alors, plus soft, je dirais, vous voulez des vampires, regardez Buffy contre les vampires, 144 épisodes, des dizaines et des dizaines d'heures de plaisir, de rire, d'effroi et de génie. Ne regardez pas Twilight, ne lisez pas Twilight. Allez, ce qui peut être intéressant là, c'est de savoir ce qu'a pensé la presse de cette saga. Allez, on va voir si elle me donne plus raison à moi qu'à toi. Chris, c'est ton moment. Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai choisi les articles qui me donnaient raison. Hein. Donc, pour la presse... Oui, mais t'inquiète pas, moi aussi, j'ai travaillé des articles. Je savais très bien ce que tu allais en penser. Alors, pour la presse, on mentionne dans les articles que la réalisatrice est mormone, ce qui explique, à mon sens, beaucoup de choses. On explique aussi que le film a fait du bien à la littérature, aux ventes des livres et inversement. Et on dit que c'est dommage que la saga, que tous les films, hein, tous les 5 films ne soient pas plus étoffés, qu'on reste sur notre fin pour les 5 films. Voilà pour résumer les avis des uns et des autres. Oui, bah écoute, c'est pas faux dans les avis. Après, il y a aussi des avis qui disent que Twilight est un teen movie plaisant où les amours restent courtoises. Ah d'ailleurs, c'est drôle ça. Twilight est un teen movie plaisant où les amours restent courtoises. Tu dois pas être trop d'accord avec cette... Mais qui a écrit cette critique? L'Obs, par Fabien Pliskin. Bah, je lui envoie mes sbires à ce... Je plaisante. Oui, voilà. Après, bon, il y a un peu de tout. On est vraiment sur un film où il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui ont complètement détesté. Ok, bon, je pense qu'il est temps de détendre un petit peu l'atmosphère et de jouer. Chris, est-ce que tu es d'accord? Ouais, mais je vais pas détendre l'atmosphère, accroche-toi. Allez, c'est parti. Allez, on va se poser quelques questions. On a décidé d'arrêter de compter les points parce qu'en fait, on n'aime plus trop être en challenge avec Chris. On va juste se poser les questions et savoir si on est capable d'y répondre ou pas. Chris, allez, je commence. Mais je suis sûr qu'on a pas mal de questions similaires. La première, c'est: savais-tu que Robert Pattinson avait failli se faire virer après le premier film ou même dès le premier film? Et pourquoi? Ah non, je ne le savais pas, mais alors pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas roux?
Non, pas du tout, absolument pas. Non, c'était dû à son comportement. Et je suis très étonné parce que je ne pensais pas que Robert Pattinson était un acteur comme ceci avec un comportement assez merdique. Et je vais le mettre sur le compte de sa jeunesse et je pense qu'aujourd'hui, il a bien changé. Bah, c'est fou parce que c'était son premier grand film, hein, c'était son premier grand rôle quand même. Tu commences. Ah non, il a fait Harry Potter avant. Il a fait Harry Potter. Ah oui, mais il est Cédric Diggory, il a un petit rôle. Alors, un petit rôle, il a quand même un bon rôle dans le 4e tome. Donc, bref. Bon, bref, apparemment, ça lui a peut-être monté à la tête, en tout cas, parce que l'acteur, visiblement, se comportait comme un petit rebelle et ne voulait pas écouter les indications de la réalisatrice. Peut-être parce qu'il trouvait qu'elle était mauvaise aussi, hein, c'est possible. Bah, vu comme elle filmait, la pauvre. Bref. Bon, et ce qui est intéressant, c'est, est-ce que tu sais qui potentiellement avait été envisagé pour le remplacer? Ah, j'ai vu ça et je t'avoue que j'ai oublié. Rappelle-moi. Non, je ne sais pas. C'est un acteur qui a eu un gros rôle de super-héros par la suite. Chris Andelston Hemsworth Pardon, Chris Anderson. Ouais, je sais pas qui c'est. Anderson. Le mec de Thor, Hemsworth. Non, plutôt du côté des DC Comics. Ah bon. Ah ben c'est fou ça. Ben je sais pas. Et il a été connu un peu, enfin il a été connu, non, il a été connu avant avec la série Les Tudors d'ailleurs, je sais pas si tu connais sur la vie Non, d'Henri pas VIII. du tout. Pas du tout, je te conseille cette excellente série. Et bah c'est celui qui a été Superman, est-ce que tu peux retrouver son nom? Oh mon dieu, non. Matt Reeves. Non. Ah, bon, tu es nul. Matt Reeves, c'est un réalisateur, pas un acteur. Non, c'était Henri Cavill, le beau gosse de Ah mais fallait me dire The Witcher. Ah bah oui, The Witcher aussi, exactement. Mais je vais pas te donner aussi trop d'indices. Allez, à toi, pose-moi une question. Je vais te demander de retrouver l'auteur d'une citation qui a dit « Je n'ai jamais été attiré par le genre horrifique. Je n'ai pas lu de livre de vampires, ni vu de film de vampires. » Qui a dit ça? C'est un des acteurs? C'est une femme. C'est une des actrices? Non. C'est la réalisatrice? C'est pas l'écrivain? Et oui, c'était elle, c'est Stéphanie Meyer qui a dit ça. Et elle ajoute J'ai seulement souhaité écrire mon propre roman de vampire, sans me laisser influencer par d'autres livres ou d'autres films. » Et là, c'est bien, parce que ça ouvre une porte. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit mais que les vampires, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de sang, ils n'ont pas de crocs, et dans le jour, ils brillent comme des diamants. Non, ils ont des crocs, mais par contre, oui, effectivement, ils ont des crocs, mais oui, effectivement, ils brillent. Et comment ça, il n'y a pas de sang? Bien sûr que si, il y a du sang. Ah bon? Ben, on le voit pas à l'image, en tout cas. Bah si, n'importe quoi. Et bien sûr que si, il y a du sang à l'image. Ouais, t'es de mauvaise foi. Là, oui, et je vais continuer. Il n'y a pas de sang à l'image. D'accord, très bien. Parfait. Bon, bah, oui, enfin, moi, j'y crois pas du tout à la réalisatrice. Hein. Je pense qu'elle avait vu Buffy et qu'elle était amoureuse de Buffy. Et je pense qu'elle a été amoureuse de Spike et qu'elle s'est dit, étant donné que si un vampire viole l'héroïne et qu'elle l'aime encore par la suite, quitte à recoucher avec lui et potentiellement, s'il n'était pas mort, se marier avec, ça lui a donné l'histoire de Bella. Et en fait, tu vois, c'est un pont en fait. Et Buffy, Twilight, même combat. Redis une fois du mal de Buffy et je te claque. Non, j'adore Buffy. C'était la série de mon enfance que je regardais tous les samedis soirs sur la trilogie du samedi. Et je crois que c'est la seule série que mes parents m'autorisaient même à regarder. Et c'est super parce que aujourd'hui, on n'autoriserait pas un gamin de 8 ans à regarder ça. Mais c'était tellement bien amené. Et ça faisait... Il y avait un côté un peu effrayant, mais toujours tourné avec beaucoup d'humour et c'était vraiment excellent. À la différence de Twilight, les dialogues étaient excellents. Et je dois dire que les dialogues français ont été édulcorés. C'est pire et c'est mieux en anglais, mais on en reparlera. J'ai une question pour toi, es-tu prêt? Allez, vas-y. Quel acteur a failli ne pas revenir pour le Twilight 2? Alors, je l'ai déjà dit, Robert Pattinson, mais je crois avoir vu aussi que Taylor Lautner, qui joue Jacob aussi, avait été envisagé pour être remplacé. Bravo, effectivement, parce qu'il devait prendre du muscle. Alors lui, pas du tout pour un problème de comportement, mais je crois que c'est que la production avait peur qu'il prenne pas assez de muscles. Oui, c'est ça, et comme il passe il soit pas assez beau. Comme il passe le film torse poil, il fallait qu'on voie ses abdos et ses biceps et ses pecs. Voilà, c'était ma question. Ok, à moi de te poser une petite question. Écoute, moi, c'est tout simple. Il y a un accessoire qui a été utilisé plus qu'à la normale sur ce genre de film. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est? Alors, ça peut pas être le charisme, ni le talent, ni un stylo. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est quelque chose de physique que les acteurs portent. Une prothèse?
Alors une prothèse, mais une prothèse à quel niveau? Une prothèse pour les dents? C'est pas vraiment une prothèse, mais pour t'aiguiller, je vais dire à quel niveau? Une prothèse pour les crocs? Non, pas pour les crocs. À plus bas? Non. Pour les cheveux? Plus haut. Oui, des perruques. Pourquoi? Donc, effectivement, il a été utilisé un grand nombre de perruques. Déjà pour le personnage d'Alice, hein, la sœur d'Edward Cullen, qui change de coiffure on ne sait combien de fois à travers la saga. Et puis pour Taylor Lautner, qui porte les cheveux longs dans les deux premiers épisodes. Et beaucoup d'acteurs aussi ont eu droit à des perruques et n'utilisaient pas forcément leur couleur de cheveux naturelle. Ok, je ne savais pas ça. Et j'ai une dernière question pour finir. Est-ce que tu sais quel objet du quotidien a été interdit sur le tournage du dernier volet de Twilight? Un téléphone le portable. chapitre 1. Exactement, tu as lu l'info. Non, ça me semble logique avec le monde dans lequel on vit, quoi. Pour une raison bien particulière, c'est que la scène du mariage était très attendue par les fans. Et c'est pourquoi les acteurs et tous les autres membres de l'équipe avaient interdiction d'avoir leur portable lors du tournage de la cérémonie, pour pas avoir de photos qui fuitent ou des choses comme ça. Ils étaient confisqués pour que personne ne puisse filmer ou prendre des photos, de peur que cela fuite. Voilà. Preuve, s'il en est, que c'est vraiment un film pour petites filles de 8 ans, quoi. Oh, regardez, ils vont se marier, oh, c'est trop bien, quelle robe elle porte. Allez, j'ai plus de questions. Je te propose de passer à une autre chronique. D'accord, et pendant ce temps, je me roule dans mon seum. Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est la chronique sur les théories. Et j'aimerais savoir si tu as trouvé une théorie autour de cette saga Twilight. Alors, je suis désolé, hein, vraiment, je n'ai pas du tout été sérieux, mais je n'ai pas eu le courage de me plonger plus avant que ce que j'ai fait en regardant les 5 films et en me renseignant sur le livre et sur l'autrice. Je me suis dit stop. Donc, je n'ai absolument aucune information et je comptais sur toi, cher collègue et ami, et plus professionnel que moi. Dis-moi, as-tu une... Comme d'habitude, mais j'ai l'impression que tu travailles que trop rarement hein, sur les théories. J'avoue que c'est quelque chose que j'oublie régulièrement, oui. Eh ben moi, écoute, j'ai envie de te dire, j'ai trouvé une théorie qui m'a trouvé hyper intéressante et qui peut-être te fera changer de regard sur cette saga. C'est la théorie autour de laquelle on peut se demander si Bella ne serait pas la descendante d'un vampire. Dracula ? Non, pas du tout. À plusieurs moments dans les films, hein, les Cullen mentionnent à quel point c'est difficile de se transformer en vampire et de s'adapter à une nouvelle nature. Et pourtant, elle, Bella, elle fait quoi? Elle réussit à se contrôler avec brio. Un self-control qui manque pas d'interpeller sa propre famille adoptive, hein, on le voit à travers les films et encore plus dans les livres. Elle exprime une pensée intéressante et Bella, même à un moment, dit « C'est comme si j'étais née pour être un vampire ». Et en effet, elle s'est toujours sentie mal dans sa peau lorsqu'elle était humaine et ça reflète ce mal-être, cette envie de mourir en fait, parce que un vampire c'est un mort-vivant, donc cette envie de mourir et ses pensées suicidaires, c'est peut-être pour se rapprocher de sa vérité ou de son existence à laquelle elle est vouée. On sait maintenant que les Volturi, qui pour moi ne sont pas assez exploités, je vous l'ai dit, et dans les Volturi, on a le chef des Volturi, Harrow, et lui il adore collectionner les vampires dotés de dons dans son clan. Et parmi sa garde rapprochée, on retrouve Renata, donc un vampire que l'on ne voit pas dans les films, mais qui est mentionné à plusieurs reprises dans le livre. Et c'est là où c'est intéressant. Et à l'instar de Bella, Renata, elle est également un bouclier, physique plutôt que mental. C'est-à-dire qu'elle peut repousser les attaques des adversaires de façon à ce qu'ils perdent tous leurs moyens. Et quand on sait que les aptitudes des vampires peuvent être héréditaires, grâce à Renesmee, on le voit, on peut facilement imaginer que Bella ait hérité du don particulier de Renata. Voilà, inouï ou pas, mais on peut encore divaguer sur les origines italiennes ou bien leur ressemblance physique, mais bon, on n'ira pas jusque-là. Non, et quel gâchis, hein. Mais un tel scénario entre les mains d'une bonne romancière et d'une bonne réalisatrice aurait pu avoir de la gueule, quoi. C'est vrai que on aurait pu avoir quelque chose de peut-être beaucoup plus à la hauteur d'un Harry Potter, par exemple. Mais bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Stéphanie Meyer, autrice, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, j'ai envie de dire, en tout cas, elle a réussi son coup, puisque aujourd'hui, elle doit gagner bien plus que toi et moi réunis. Et je retourne dans mon seum.
Et d'ailleurs, tiens, c'est intéressant parce que Stéphanie Meyer, elle a écrit un autre livre après, par la suite, qui s'appelle Les âmes vagabondes. Je sais pas si tu connais, il y a un film qui a été fait aussi derrière. Non, pas du tout. J'aimerais que tu le regardes, Les âmes vagabondes, ou que tu le lises, peu importe, et que tu me dises si tu retrouves cette patte dont tu me parlais, d'autrice mormone qui met la femme vraiment en recul de tout et qui doit être soumise à son homme. J'aimerais que tu me le dises. Ouais, on le retrouve aussi, je l'ai pas mentionné, mais C'est un peu plus, attends, excuse-moi, c'est un peu plus science-fiction et post-apocalyptique. Ok, Et invasion extraterrestre. ok, bah, challenge accepted, comme on dit, je regarderai. Et pour ce que j'ai dit, je l'ai pas mentionné, mais on retrouve aussi ce caractère dans l'accouchement de Bella, hein, qui est douloureux. Bref, je ferme la parenthèse. Passons à la suite et à nous de nous demander what's next. What's next, c'est la chronique qui se demande suite ou pas suite, quel est l'avenir de la saga. Et là, je t'avoue que je patauge car je ne sais absolument pas si quelque chose d'autre est prévu. Je pense que ça va te faire plaisir. Et encore une fois, j'aimerais pourtant que Stéphanie Meyer reprenne la plume pour nous parler un peu plus des Volturi. Ouais, bon, non. 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 Et toi, est-ce que tu aurais potentiellement trouvé quelque chose ? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, stop le calvaire. Je n'ai pas cherché et j'ai prié Dieu pour qu'elle arrête l'écriture. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Alors, il y a une suite quand même. C'est pas vraiment une suite, mais c'était un peu la mode pendant un temps, un peu comme pendant Nuances Degrés, où ils avaient fait les 50 Nuances Degrés, puis après ils avaient refait, l'autrice avait refait la même histoire, mais avec les yeux de l'autre personnage. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, tout à fait. Mais elle n'a pas été à son terme parce que ça a fuité, il me semble. Non, tu parles de quoi là ? Tu parles de Stéphanie Meyer ? Elle a commencé à écrire la suite vue par Edouard, et comme ça a fuité sur Internet, elle a arrêté, il me semble. Ou je confonds avec... Oui, elle a arrêté, mais du coup, Netflix, je crois, a repris, voudrait reprendre les droits pour en faire une série animée. Donc il garde le côté enfantin pour petite fille de 8 ans alors, non ? Je ne sais pas, écoute, je ne sais pas. Je t'aime beaucoup, mais je crois que je n'ai plus envie de parler avec toi ce soir. Tu m'as fait trop de mal, Chris. Tu m'as fait trop de mal. J'avoue que ma dernière remarque était de trop. Et je m'en excuse. Non, je plaisante. Il n'y a pas de souci. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de Cinépopée. On va vous laisser trancher et n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié Twilight ou si vous êtes plutôt de l'avis de Chris sur son analyse. Chris, est-ce que tu peux nous teaser un peu le prochain épisode de Cinépopée ? Oui, on va parler d'une autre saga adolescente, mais beaucoup mieux écrite et bien meilleure. Je parle de Hunger Games. Ah, très bien. Et là, est-ce que tu penses qu'on pourra tomber d'accord sur cette saga adolescente ? Moi, honnêtement, je n'ai pas autant de réserves que sur Twilight. Je préconise la lecture. Je vais pas la conseiller, mais si tu la lis, ça me dérange pas. Alors que Twilight, ouvre un livre devant moi et t'as 2 baffes. Il y a encore un point sur lequel on sera en tout cas pas d'accord, c'est que pour moi, Hunger Games, je ne le placerai pas dans la lecture adolescente. Mais tout ça, on en reparlera ultérieurement. Et ultérieurement signifie le mois prochain, car Cinépopée est une émission mensuelle. Retrouvez-nous tous les premiers samedis du mois à 18h sur Radioverse ou sur toutes les plateformes de streaming audio à partir de 19h ce même jour. Chris, je te dis au mois prochain. À dans un mois. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, prenez soin de vous, regardez les sagas, regardez Twilight ou pas, re-regardez Twilight ou pas, mais en tout cas, prenez du plaisir à chaque fois que vous allez vous faire une toile ou que vous vous installez confortablement sur votre canapé devant votre télévision. Bonne soirée, belle semaine, bon mois et à très bientôt dans Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.